Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Je vais rapidement présenter le programme de cette cérémonie solennelle d'ouverture. Nous aurons tout à l'heure le mot de bienvenue du FODER, Forêt et Développement Rural, qui sera présenté par M. Rodrigue Ngonzo, qui est le président du conseil d'administration de cette institution. Ensuite, nous aurons la parole venant du terrain de Sa Majesté Justin Bello, qui est le chef de canton Banguinda, dans l'arrondissement de Goura, dans le département du Lom et Terem, région de l'Est Cameroun, qui prendra la parole également pour nous dire par rapport à ce qu'ils vivent sur le terrain, les éléments qu'ils ont par rapport à cette gouvernance minière. Ensuite, nous aurons le mot du représentant de la délégation de l'Union européenne. Nous rappelons que l'Union européenne est un partenaire important du Cameroun en général, mais également de Forêt et Développement Rural et de leurs partenaires dans le cadre de la promotion de la gouvernance minière. Après ces trois prises de parole, les participants auront le plaisir de pouvoir écouter le discours d'ouverture solennelle de notre forum que vous prononcerez à notre endroit. Et après cette cérémonie solennelle d'ouverture, nous allons suspendre les travaux pour accompagner les officiels avant de les reprendre quelques minutes par la suite. On va juste rappeler que nous avons ici comme participants des représentants du ministère des Mines, de l'Industrie de Développement Technologique, notamment des délégués régionaux, qui nous ont fait l'honneur de répondre présents à cette invitation, également des officiels, des responsables des administrations de l'environnement, des forêts, de l'agriculture, du développement rural, et des ONG internationales, des partenaires au développement, des organisations de la société civile, mais également une bonne représentation des communautés villageoises vivant dans les zones où se font les activités minières en ce moment au Cameroun. Donc sans plus attendre, nous allons donc passer la parole à M. Rodrigue Ngonzo, qui est le président du conseil d'administration de Forêt et Développement Rural, pour son mot de bienvenue. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Monsieur le chef de coopération de l'Union européenne, Messieurs les délégués régionaux et départementaux des ministères en charge des mines et de l'environnement, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Messieurs les maires des localités minières, je dirais aussi pour certaines forestières, Mesdames, Messieurs les représentants des communautés locales, des organisations non gouvernementales, de la société civile nationale et internationale et des médias, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs, chers participants, chacun en vos rangs et grades respectifs. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole à cet instant pour vous souhaiter non seulement la bienvenue dans cette salle de l'hôtel Djega Palace, mais également la bienvenue dans ce forum sur la gouvernance minière. C'est au nom de l'association Forêt et Développement Rural et de son conseil d'administration que je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence à ce forum qui est un cadre de partage de connaissances, d'expériences, d'expertise sur les questions liées à la gouvernance dans le secteur minier. Je remercie en particulier les représentants de la délégation de l'Union européenne et du ministère des Mines qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nos travaux pour la cérémonie d'ouverture officielle. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que ce forum est inspiré du forum sur la gouvernance forestière organisé à 4 reprises en 2011, 2013, 2014 et 2016 au Cameroun en collaboration avec le Centre international pour le développement et la formation de l'Université de Wolverhampton au Royaume-Uni.
Le Forum sur la gouvernance minière, FGM, traduit donc l'appropriation et la réplication de ce concept qui a été adapté pour être appliqué au secteur minier à l'effet de promouvoir la bonne gouvernance dans ce secteur comme contribution de la société civile. Le présent forum est organisé dans le cadre du projet Mines, Environnement, Santé et Société, entendu promesse, conduit par FODER au cours des 4 dernières années avec l'appui de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Depuis 2015, plusieurs actions ont été menées dans le cadre de ce projet et des résultats probants et encourageants ont été enregistrés. Nous aurons le plaisir, au cours de ce forum, de les partager avec vous, d'échanger sur ces résultats afin d'en présenter la pertinence, la durabilité, mais également de nous projeter dans les perspectives concrètes méritant une attention commune de tous les acteurs. Mesdames, Messieurs, le Cameroun dispose d'un important potentiel en ressources naturelles dont les mines constituent l'un des piliers de la stratégie du Cameroun pour l'émergence et à travers la réalisation des objectifs de l'émergence en 2035. Alors que le secteur minier industriel tarde encore à décoller dans notre pays, l'exploitation artisanale et semi-mécanisée s'est développée de manière exponentielle, notamment dans les régions de l'Est et de la Damawa, mais on peut le regretter, cela s'est effectué en marge du respect de la réglementation en vigueur. Votre présence à ce forum atteste bien évidemment de votre sensibilité, mieux de votre intérêt aux problématiques liées à la gestion des ressources minières et foncières au Cameroun et de votre désir de voir améliorer la gouvernance dans ce secteur par une meilleure implication des différents acteurs. Ladies and gentlemen, dear participants, you have been invited throughout this forum to share your thoughts and contribute in making realistic and relevant recommendations for improving governance in the mining sector. The format of this 2 days forum includes plenary sessions and group sessions highlighted by interactive dialogue and information sharing, video screenings, and will be organized to immerse us in the heart of the current key challenges of the mining sector in Cameroon. It will therefore remain to us, by capitalizing this meeting, to scale up and secure the opportunities offered by the mining resources of the local for the local and national development of our dear and beautiful country. Improving good governance in the mining resources management will allow these resources, even submitted to artisanal exploitation as it is currently the case, to sustainably benefit to the state and the local communities. At the end of this forum, dear participants, I hope that together we will have identified all the opportunities that can be developed to promote a more socially and economically responsible mining operations in our country. J'ai dit merci à son excellence, monsieur le ministre des Mines ici de présenter. Et j'ai dit aussi merci à tous les participants qui sont venus de partout. Et je veux donc présenter quelques difficultés que nous avons sur le terrain. Les difficultés que nous avons, la population et les chefs traditionnels, c'est des trous creusés et abandonnés. Et ces trous continuent à tuer la population. Et au mois de septembre, 2 personnes ont trouvé la mort dans le village Gogoyakaï. Et je vous dirais que, à l'heure où je vous parle, le village Kolomine est menacé par des trous. Et cela nous inquiète pour les chefs traditionnels et la population. Et je voudrais aussi présenter la doléance de la population pour demander les quotes-parts riverains qui fait déjà presque 5 ans aucune réalisation pour la population. Et ça ne nous honore pas, parce que là où l'espoir des forêts,
on gagne quand même, on donne quelque chose pour les riverains. Mais pour la mine, la population est complètement oubliée. Je voulais aussi demander à tous les responsables de fraudeurs pour leur appui pour les comités d'éveil qui ont été installés dans les villages, parce que si vraiment ils ne sont pas suivis, s'ils abandonnent ce travail, il n'y aura personne qui va défendre le droit des riverains. Et je vais terminer pour dire qu'il faut normalement des suivis sur le terrain, parce que certains viennent exploiter chez nous, disant qu'ils ont les titres fonciers. Or, ils n'en ont pas. Il y a certaines sociétés qui exploitent là chez nous, qui n'ont aucun papier. Alors, vraiment, ça ne nous honore pas. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FODER, Messieurs les délégués régionaux du ministère des Mines, du ministère de l'Environnement, de l'Est et de la Zawawa, Mesdames et Messieurs les représentants du MINEPAT, du MINFI, du MINADER, du MINFOF, peut-être j'en oublie quelques-uns aussi, je ne sais pas si tous les ministères qui sont représentés ici aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les maires des communes, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales, des chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises minières et du secteur privé, Mesdames et Messieurs de la structure de coordination du projet Promesse, Mesdames et Messieurs, chers invités. It is with a great pleasure that I am here today representing the European Union in Cameroon for the opening ceremony of this forum on mine governance, which will address especially transparency, accountability, and monitoring by non-state actors. As you may know, the current event is organized by the NGO FODER, Forêt et Développement Rural, in the framework of its project, Projet Mines, Environnement, Santé et Société Promesse, funded by the European Union. À travers ce projet, il s'agit d'améliorer le cadre légal, la transparence, la participation citoyenne dans la gestion durable des ressources naturelles et foncières au Cameroun. En effet, nous savons tous que les opérations d'exploitation minière, quand elles sont mal gérées, peu encadrées, peuvent provoquer des dégradations importantes sur l'environnement. La destruction des paysages naturels, la pollution de l'eau superficielle des rivières, mais aussi souterraines des nappes, la pollution de l'air par les poussières, par l'émanation de gaz toxiques. L'exploitation minière peut aussi avoir un effet néfaste sur les populations locales. On l'a entendu par le biais de son Excellence Majesté, en détruisant leur mode de vie. Les concepts de durabilité et de participation des communautés doivent être donc pris en compte sérieusement pour qu'il y ait un équilibre entre, d'une part, les besoins de développement économique par le biais d'une gestion effective et durable des ressources naturelles, et d'autre part, les besoins sociaux et de maintien d'un environnement sain. Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi de vous rappeler que ce projet contribue au secteur minier, relatif au secteur minier, qui contribue pleinement aux ambitions de l'État camerounais qui sont inscrites dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DCE, qui vise à favoriser et encourager la recherche, l'exploitation et la transformation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du pays. À ce titre, il s'insère également parfaitement dans l'approche du développement de l'Union européenne au Cameroun et dans la région où le développement rural et la gestion durable des ressources naturelles constituent des priorités. Vous savez qu'on a un appui budgétaire sectoriel dans le domaine du développement rural, en complément des activités et des approches projets. Dans le même ordre d'idée, le nouveau consensus européen pour le développement de 2017 et plus récemment la nouvelle alliance Afrique-Europe pour l'investissement et les emplois durables prévoit que l'UE et ses États membres travaillent dans les pays partenaires et le secteur privé à mieux exploiter les potentialités locales, tout en respectant les normes et engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme en matière de développement durable, de transparence et de responsabilité sociale des entreprises. Cela inclut la gestion durable et l'utilisation des ressources naturelles telles que les minéraux et le bois. Mesdames et Messieurs,
chers invités, ce projet qui a démarré en 2015 se terminera à la fin de l'année. Cofinancé à hauteur de presque 260 millions de francs CFA par l'Union européenne, il aura permis de démontrer l'importance du rôle de la société civile dans la gestion des ressources naturelles, en parallèle à l'amélioration du cadre légal. Par ailleurs, et comme vous le savez, d'autres projets dans le secteur des ressources naturelles au Cameroun bénéficient du soutien et des financements de l'Union européenne, qu'il s'agisse des appuis à la gestion des aires protégées, de JA, de FARO, à la gouvernance foncière et au secteur forestier. Enfin, dans le cadre d'un appel à proposition qui est en cours, donc je ne vais pas dévoiler les résultats, dans les domaines qui nous réunissent aujourd'hui, des nouvelles activités devront démarrer en 2019. Des nouvelles actions sont également prévues au niveau régional et qui bénéficieront au pays de la CEAC. Donc c'est au niveau de la CEAC qu'on intervient là, avec un montant de 6 millions d'euros pour lutter contre les trafics des ressources naturelles, les espèces animales, végétales protégées, les trafics illégaux de bois, mais aussi les minerais. En conclusion, l'ensemble de ces perspectives témoignent du fort engagement de l'Union européenne au Cameroun et en Afrique centrale, en vue d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier et la gestion des ressources naturelles en partenariat avec tous les acteurs impliqués. Je vous souhaite vraiment plein succès aux travaux de cet atelier et je lirai avec attention les recommandations que vous formulerez. Monsieur le représentant du FODER, Monsieur le directeur de la coopération de l'Union européenne au Cameroun, distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers invités, il m'échoit l'honneur de prendre la parole ce jour au nom du ministre Mine, de l'Industrie et du Développement technologique, à l'occasion de l'ouverture du Forum national sur la gouvernance minière, organisé à l'initiative du FODER, Forêt et Développement rural. En ces circonstances, qu'il me soit permis, avant toute chose, de saluer l'idée des initiateurs de ces forums, dont le thème se situe au cœur de nos préoccupations actuelles. Et j'apprécie à sa juste valeur, Ainsi, je leur adresse ici spontanément mes sincères remerciements pour l'intérêt qu'ils apportent au secteur mineur dont j'ai la charge. Mesdames, Messieurs, comme tous, ou alors bon nombre d'entre vous doivent déjà le savoir, le potentiel minier du Cameroun est très riche et densifié et diversifié, comme l'ont révélé des études menées il y a plusieurs dizaines d'années sur 40% de la superficie de notre territoire. D'autres études complémentaires en cours de réalisation nous permettront d'actualiser les connaissances que nous avons sur notre sous-sol. C'est donc dire ici que ce potentiel s'avère plus important que nous le pensons. Mais le tout n'étant pas de savoir que des gisements existent, encore faut-il les mettre en valeur pour le bien-être de nos communautés. C'est là le défi que nous devons relever aujourd'hui. La contribution de la mine solide au produit intérieur brut PIB de notre pays reste encore très marginal, ce qui peut apparaître comme un paradoxe avec le potentiel que nous connaissons. Mais cela peut se justifier par le fait qu'il n'ait pas encore été mis en valeur, Par ailleurs, il faut le mentionner. Des pesanteurs tels que la chute de cours au niveau international. Ceci a eu un coup sévère sur le démarrage effectif de certains de nos projets miniers qui commençaient à sortir de l'ornière. Pourtant, la politique minière mise en œuvre depuis 2016 a
à travers l'entrée en vigueur du nouveau code minier, est plein d'espoir. Au vu des améliorations qui y sont contenues et qui sont de nature à faire éclore les projets miniers économiquement avantageux pour notre pays. À ce sujet, nos espoirs sont soutenus par l'évolution observée dans ce secteur. Contrairement à la mine industrielle, restée jusque dans un espace de timidité pour les raisons que j'ai précédemment évoquées, la mine artisanale Canadair a connu un essor avec le développement de l'artisanat semi-mécanisé. Si les débuts de cette mécanisation ont été marqués par l'absence de l'État, il faut néanmoins dire que les pouvoirs publics ont malheureusement su la maîtriser depuis 2014 à travers une batterie de mesures fortes. Le suivi de l'activité artisanale de cette période à ces jours s'est nettement amélioré, tant au niveau de l'organisation des activités, de contrôle de l'activité elle-même, que celui de suivi de la production mensuelle. Par conséquent, il convient de remarquer que les revenus issus de l'activité d'exploitation artisanale à destination du trésor public ont connu une nette amélioration ces dernières années. Par ailleurs, de l'ampleur qu'a connu ce secteur sont nés multiples problèmes liés à l'hygiène, à la sécurité environnementale et à la santé de la population riveraine à ces exploitations. Au regard de cet état de choses, il est clair que les défis et les enjeux de la gouvernance dans le secteur mineur sont davantage énormes. À ce sujet, je puis dire que les pouvoirs publics ont pris conscience de la tâche colossale à abattre pour relever ces défis, en introduisant déjà dans le nouveau code minier la notion du contenu local. En effet, il est aujourd'hui indéniable que les efforts consentis ont été déployés, ou des efforts conséquents ont été déployés pour améliorer le visage du secteur minier en essayant d'y inscrire une marge de transparence et de gouvernance satisfaisante. Je me réjouis de ce que l'initiative de transparence dans les industries extractives ITIE ait reconnu des progrès significatifs enregistrés dans le secteur. Toutes choses qui nous invitent à redoubler d'efforts. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi la politique minière sur laquelle se faut adosser le code minier de 2016 s'inscrit dans un souci de transparence absolue. Non seulement les normes de l'ITIE qui ont été introduites, mais aussi les bénéficiaires des revenus miniers sont connus. En outre, les mesures de contrôle ont davantage été renforcées et constituent le lot quotidien du travail de nos structures opérationnelles. Dois-je toujours le réitérer? Notre combat dans le secteur s'inscrit tant dans l'éthique de nos agents de suivi et de contrôle, le respect de la réglementation en vigueur, que dans l'observation rigoureuse des exigences relatives à la sécurité environnementale par les opérateurs et autres acteurs du secteur. J'ose espérer que ces forums qui s'ouvrent ces jours à l'initiative du FODER permettra à toutes les parties prenantes à mieux appréhender les défis et enjeux de la bonne gouvernance dans le secteur minier. Cette dernière devant être à la base
la transparence financière et administrative de ces secteurs. Aussi, tout en invitant tous les acteurs ici présents à une participation active des travaux en vue des échanges fructueux, je déclare ouverte les travaux du Forum national sur la gouvernance minière. Vive le Cameroun, vive le secteur minier, vive, et je vous remercie de votre bienveillance. Attention. Le dernier rapport de validation du Cameroun date de 2014. C'est le rapport qui a compilé les données de l'année 2014. Et c'est sur ce rapport que la validation du Cameroun, l'exercice de validation du Cameroun par les instances internationales, n'est-ce pas, a été effectué. C'est sur le rapport 2014 que la validation du Cameroun a été faite. Ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Après le rapport 2014, il y a le tout dernier qui date de l'année 2015. Alors, pour essayer de faire un exercice de comparaison, nous avons pris ensemble, n'est-ce pas, les deux rapports que nous allons vous présenter dans cet exposé. Bien. Alors, en guise de rappel historique de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun, on rappelle l'initiative, l'ITIE, c'est l'initiative de transparence dans les industries extractives. C'est une norme de gouvernance mondiale appliquée au secteur pétrolier, au secteur minier et au secteur gazier. Le rapport de conciliation dont j'ai parlé tantôt est le réceptacle d'un certain nombre de données en rapport avec ces trois secteurs, pétrolier, minier et gazier. Alors, le Cameroun adhère à l'initiative ITIE en mars 2005. Et en juin 2005, le premier décret qui porte création, organisation et fonctionnement de ce comité est signé par le Premier ministre. En septembre 2007, le Cameroun est admis au statut de pays candidat. En octobre 2013, le Cameroun est déclaré pays conforme. Dans la mise en œuvre de l'ITIE, en octobre 2013, c'était la première validation du Cameroun. Le rapport 2014 est celui sur lequel le conseil d'administration s'est basé pour évaluer le Cameroun. Mais après le rapport 2014, il y a un deuxième rapport qui est intervenu, c'est le rapport 2015. Le rapport 2014 a été au cœur de la validation. C'est à l'aune de ce rapport que nous sommes déclarés pays, que nos progrès ont été qualifiés de progrès significatifs. Un autre rapport est intervenu après celui-là, c'est le rapport 2015. Et dans ces deux rapports, le seuil de matérialité a été fixé à 65 millions, alors que dans les précédents rapports, ce seuil était fixé à 55 millions. La nuance est importante, nous en reviendrons dans les débats. Les rapports 2016 et 2017 sont en cours de préparation. Et pourquoi en cours de préparation? Parce que chaque année, comme je vous ai dit tantôt, il faut qu'un rapport de conciliation soit produit par chaque pays, mettant en œuvre l'initiative de transparence dans les industries extractives. Dans le périmètre toujours, pour la confection du rapport de conciliation, en dehors des entreprises, on a les administrations publiques. Et dans ces administrations publiques, vous pouvez voir la Direction générale des impôts, la Direction générale du Trésor, la Direction des douanes. Maintenant, de l'autre côté, toujours dans les entreprises publiques, dans les entités publiques, on a la Société nationale des hydrocarbures, la Société nationale d'investissement SNI, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Encore et toujours parmi les entités publiques, on a le CAPA. On a le ministère des Mines, on a la Société nationale des hydrocarbures qui revient à un double titre. Bien. Voilà pour ce qui est du périmètre. Le périmètre, ce sont ces entités qui, mises ensemble, n'est-ce pas, produisent des données qui participent ou qui contribuent à la confection du rapport de conciliation. D'une part, les entreprises, d'autre part, les... Donc, je vais présenter l'indice de gouvernance des ressources naturelles qui a été produit par NRGI en 2017. 2017, le rapport a été publié en juin 2017.
Et donc, l'indice a porté sur le secteur des hydrocarbures uniquement, mais on a des leçons de cette étude-là qui peuvent être intéressantes pour le secteur minier. Alors, la présentation sera articulée autour de 5 points. D'abord, l'indice, qu'est-ce que c'est? Les résultats de l'indice au niveau global, au niveau régional et les résultats spécifiques du Cameroun. Ensuite, nous allons présenter quelques bonnes pratiques de gouvernance du secteur minier. Au 4e point, ce sera des recommandations et ensuite, à la fin, les ressources disponibles. Alors, l'indice, qu'est-ce que c'est? J'ai avancé. C'est une étude, une recherche qui a porté exclusivement sur le secteur minier, pétrolier et gazier. C'est le seul indice international dédié à l'évaluation des règles, des normes et des pratiques. On pourrait ajouter les mécanismes de surveillance et de contrôle de la gestion du secteur. Comme le facilitateur m'a si bien dit, c'est un outil. Donc, au-delà des scores, il faut retenir que c'est un outil de sensibilisation sur les défis de la gouvernance du secteur. C'est un outil de dialogue entre les mains des gouvernements, des parlementaires, pour faciliter la prise des décisions, des choix politiques dans la gestion du secteur extractif. C'est enfin un outil entre les mains des parties prenantes qui interviennent dans le secteur, les chercheurs, les universitaires, la société civile. Ils peuvent s'en servir déjà pour faire une sorte d'auto-évaluation, mais également pour faire des analyses critiques de la manière dont le secteur est géré. Alors, l'indice a porté sur 81 pays dans les 5 continents et a touché les ressources minières, pétrolières et gazières. Les 81 pays, pratiquement, on y retrouve les 3 quarts de la population mondiale. Au niveau de l'Afrique, on a retenu 28 pays. Il faut dire que l'indice a parfois porté soit sur le secteur des hydrocarbures ou le secteur minier. Mais dans certains pays, on a retenu aussi bien le secteur des hydrocarbures que le secteur minier. C'est pour cela qu'on a travaillé sur 81 pays, mais on a 89 évaluations. En Afrique, on a travaillé sur 28 pays pour 31 évaluations. Et en Afrique, les pays qui ont fait l'objet d'une double évaluation, c'est le Ghana, la Tanzanie et la RDC. Et comme je le disais, l'indice a porté sur la période 2015 et 2016. Il est possible que dans certains pays, certains progrès aient été réalisés après 2016 et donc n'ont pas été pris en compte dans cette étude. Alors, comment est-ce que l'indice est construit? Il a été construit à partir d'un questionnaire, des indicateurs regroupés en 3 composantes, et ensuite on a eu une autre composite. Les 3 principales composantes de l'indice, c'est la réalisation de la valeur, où on s'intéresse aux questions d'octroi des licences, on s'intéresse aux questions de taxes et impôts, on s'intéresse aux questions d'impact au niveau local et des entreprises publiques qui naturellement jouent un rôle très important dans le secteur. La deuxième sous-composante porte sur la gestion des revenus. Et au niveau de la gestion des revenus, on va s'intéresser aux règles de budget. On va s'intéresser également au paiement, au partage des revenus, notamment les transferts infranationaux. On va s'intéresser aux fonds souverains, où ils existent. Il faut dire que les fonds souverains, on ne les retrouve pas dans tous les pays. La troisième sous-composante porte sur les conditions générales de gouvernance. Les conditions générales de gouvernance, on va regarder les questions de redevabilité d'expression, les questions de l'efficacité du gouvernement, la qualité de la réglementation, l'état de droit, les conditions de lutte contre la corruption, la stabilité politique, l'absence de violence des données ouvertes. L'étude a collecté des informations uniquement sur les 2 sous-composantes, réalisation de la valeur et gestion des revenus.
mais l'étude a repris des indicateurs qui ont été produits par d'autres institutions, notamment la Banque mondiale. Donc, les conditions générales de gouvernance, en principe, en fait, pas en principe, sont des informations collectées par la Banque mondiale. Donc, c'est d'une autre étude de la Banque mondiale sur les indicateurs mondiaux de gouvernance. Et donc, on les a repris ici parce que, même si ça s'applique de manière générale à différents secteurs, le secteur extractif en est également influencé ou impacté par la manière dont on gère le pays de manière générale. Alors, les résultats de l'indice au niveau global, les résultats montrent que sur les 81 pays, seuls 19 ont une gouvernance du secteur satisfaisante. Seuls 19 pays ont une gouvernance du secteur satisfaisante. La plupart des pays qui sont considérés comme très dépendants des ressources naturelles ont une gouvernance soit insuffisante ou ce qu'on appelait ici médiocre ou défaillant. Merci Monsieur le modérateur de me passer la parole. Vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir professionnel, celui qui est de présenter l'organisation Transparency International, qui est une organisation de la société civile au niveau international avec son siège basé à Berlin et ayant des sections nationales dans plus de 100 pays, y compris au Cameroun. Nous allons, dans le cadre de cette conférence, nous avons travaillé en partenariat avec notre section sœur Transparency International Australie. Vous constaterez donc que la présentation sera faite en anglais. Et également dire que cette présentation vient, si je vous permettez la répétition, présenter un programme qui a été implémenté dans 18 pays et dans 4 continents différents. Ce sont ici des résultats qui sont présentés. Le Cameroun n'a pas encore bénéficié de ce programme, mais nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous ferons partie de ce programme. Donc, nous allons aller dans la présentation. We thought it was important to come back to facts. Why have we decided to get into this Mining for Sustainable Development program? According to the OECD, 1 in 5 foreign private cases occurs in the extractive sector. That is a report of 2014. The International Monetary Fund has estimated US 1.5 to 2 trillion in loss of bribes. Only one type of corruption, because we have many types of corruption every year, and accounts to close to 2% of the global GDP. The IMF also singled out extractive industries as a priority sector for transparency effort. We are talking about transparency in this conference as well. And we realized that most mineral endowed countries are poorly ranked. We had the presentation of Madame, but we also have the Corruption Perception Index produced every year by Transparency or the Doing Business of the World Bank. And at the end, we are not surprised that reducing corruption and bribery is a key target of Sustainable Development Goal 16. And after the 18-month pilot project, Transparency International came out with this tool, the Mining Award Corruption Risk Assessment Tool. Like I mentioned, it focused only on the first value chain. The work is still going on for the other value chains. So this is available, and we are going to share the links with you so that you can read inside you can go inside the report. Generally, this is the configuration of the mining approval regime from the result. We have the legal and regulatory framework, the laws around governing mining in the country. Mais tout d'abord, je veux remercier les panélistes, particulièrement le deuxième intervenant, Madame Evelyne Tanguay, à qui ma question est destinée, pour m'interroger particulièrement sur les motifs
motif ayant entraîné vraiment la faible évaluation par rapport au cadastre minier. Dès lors que nous connaissons quand même depuis quelques années, je crois que le modérateur l'a relevé, les efforts qui sont faits par le Cameroun pour essayer de moderniser le cadastre minier. Elle essaie un peu de nous dire précisément quels sont les aspects qui ont motivé vraiment le fait que nous ayons vraiment eu un score très faible par rapport au cadastre minier. Je vais m'en tenir à ça. Je vous remercie. Ma question s'adresse à tous les panélistes et même aux participants dans la salle. On sait le caractère critique de l'accès à l'information pour la transparence et l'intégrité, la promotion de l'intégrité dans le secteur minier. Et je voudrais savoir pour les panélistes quel est l'impact, par exemple, de l'absence d'informations publiques sur les différents titres miniers attribués, sur les différentes évaluations que vous faites avec vos outils. Merci. Nous avons, dans votre tableau synthétique de données dites consolidées, constaté que la mine solide est consolidée avec pour référent le CAPAM. Alors, est-ce à dire, parce que sur votre tableau il apparaît uniquement comme mine solide or, est-ce à dire que l'or est la seule forme de mine solide, consolidable au niveau des données et informations ITIE? La deuxième question, à partir du SNPK, ne peut-on pas s'attendre à la consolidation des données sur le diamant aussi? Au classe-t-on, par exemple aussi, dans le même ordre d'idées, faisant partie du corps de mine solide, la pierre bleue? Maintenant, devrait-on considérer fiable les données consolidées au niveau du CAPAM quand il est vérifié et vérifiable que OnField, le CAPAM, est l'unique acteur qui prélève et manipule les données qui se retrouvent très souvent sujets à des contestations. Est-ce que l'ITIE ne gagnerait pas à intégrer dans son mécanisme de consolidation de données de se rapprocher de tous les acteurs de la chaîne qui sont reconnus par le code minier comme bénéficiaires, par exemple, des retombées de l'exploitation minière? Je vous remercie. J'aimerais savoir quels revenus est-ce que ces sociétés ont déclaré, sachant qu'elles ne sont pas encore en exploitation. Je pose la question parce que je représente une société consoeur, si vous acceptez l'expression. La deuxième question, Madame Tsagé, les avancements sur le cadastre minier. J'aimerais savoir quelques-uns des avancements qui ont été faits. Je citerai par exemple le fait que les sociétés minières ont l'obligation au renouvellement de leur permis chaque 2 ans de réduire la superficie de 50%. Les 50% que les sociétés ont abandonné, est-ce que ces 50% de leur superficie est actualisé au niveau du ministère du cadastre minier? La première se situe sur l'étude d'impact. Au niveau local, quand on fait la déclaration des audiences publiques, les populations sont plutôt influencées. Pourquoi? Et on ne prend pas en compte les propositions des villageois. Deuxièmement, je reviens sur le suivi d'argent versé. Parce que nous vivons au village. On dit qu'il y a le processus Kimberley. Alors que la mine est déclarative, êtes-vous sûr que les sociétés prélèvent et déclarent directement avec vérité tout ce qu'ils ont trouvé au gouvernement? J'en ai terminé. J'ai 3 questions à l'endroit des 3 panélistes. La première question s'adresse à M. Bourg Djikam Ibrahim. À propos des différents tableaux qui ont été mis en œuvre, puis concernant le revenu de la gestion minière, j'aimerais savoir pourquoi cette disparité entre les 2 rapports. On constate, si je m'en abuse, en 2014, 800 milliards et ensuite 1,7. J'aimerais bien savoir à quoi est due cette disparité des chiffres en termes de finances. La question que je vais formuler s'adresse à tout le panel. Dans les exposés, il a été mentionné qu'il y a qu'un élément majeur dans la gouvernance minière concerne la qualité des normes et le déphasage qu'il y a entre l'existence des lois et la pratique.
Alors j'aimerais qu'on s'interroge sur le problème de cohérence ou d'adaptation des normes qui sont formulées au niveau international, au niveau du cadre national, parce qu'il semble que les pays, dans leur processus d'appropriation, de réceptivité de ces normes-là, n'obtiennent pas les mêmes résultats. Donc je voulais un éclaircissement à ce niveau et ce que vous pensez de cela. Merci. Et Michel de Fusion Nature, il a deux préoccupations. Il aimerait avoir votre appréciation en ce qui concerne la transparence pour ce qui est de la production des ressources même, c'est-à-dire du niveau de production. Est-ce qu'il y a suffisamment de transparence par rapport à ça? La transparence par rapport à la collecte des revenus et la transparence par rapport à l'impact de l'investissement des revenus auprès des communautés villageoises. Comment on peut garantir la transparence à ce niveau-là pour s'assurer que ce qui est distribué comme revenu crée vraiment de l'impact au niveau des communautés. Et enfin, quels sont les problèmes de la transparence, notamment la question de l'accès à l'information et comment s'assurer que les citoyens peuvent participer par rapport à cette question. Donc l'accès à l'information et comment est-ce qu'on s'assurer que les citoyens peuvent participer à la chaîne de décision en tout ce qui concerne les décisions qui sont prises dans le secteur. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des réactions qu'ont suscité vos présentations. On va commencer par M. Dika. Bien, merci. Je pense, si je me trompe, je souhaiterais que vous me rappeliez. Je crois que, pour ce qui me concerne, je vais commencer par la préoccupation exprimée par M. Dicor, qui s'est interrogé ou alors qui a demandé à savoir si dans la mine solide, l'or était la seule matière qui était prise en compte dans le rapport de conciliation. Et j'ai dit non, parce que le tableau que nous avons présenté tantôt, n'est-ce pas, montrait un certain nombre d'éléments en dehors de l'or. Pour le rassurer, nous avons parlé du sable, on a parlé de la pozolane, et je crois que son voisin, M. Lizil, est d'ailleurs revenu là-dessus. Nous avons également dans le tableau pris le cas du diamant. Et nous avons donné le chiffre de la production, et nous avons donné également les taux de commercialisation. Donc le rapport ITE ne se limite pas qu'à l'or, mais à d'autres matières. Je me félicite parce que ce rapport vous sera donné, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, d'en prendre plus connaissance. Cette réponse prend la question suivante, posée par SNTK. Ne peut-on pas s'attendre à la consolidation du diamant? Bien, le rapport ITE fait sien, n'est-ce pas, les statistiques relatives à la production du diamant, mais ne rentre pas dans les détails parce que le processus décrit vers est parallèlement au processus IATI, n'est-ce pas, c'est lui-là qui s'occupe de toutes les données, la consolidation des données ou bien alors des chiffres relatifs à la production du diamant. Mais dans le rapport ITIE, quand même, vous retrouvez des indices, n'est-ce pas, de cette production. Bien, vous avez demandé à savoir ce que le rapport ITIE fait de l'or bleu. L'or bleu, pour être sincère, je n'ai jamais entendu parler de l'or bleu, mais j'ai entendu parler d'une matière, et j'ai vu une matière à Bélel, qu'on appelle saphir, qui a une couleur bleue. Je ne sais pas s'il s'agit de ça que vous parlez. Bien, s'il s'agit effectivement de cela, pour le moment, le rapport ITE ne s'est pas encore intéressé à cette matière, certainement parce que, comme d'autres matières, n'est-ce pas, certains seraient encore artisanales. Si je m'en tiens à ce que j'ai vu à Bélel, et ce que j'ai vu dans une partie de Tibati, l'exploitation de cette matière reste fortement artisanale, et je ne sais pas, le CAPAM certainement va vous donner des indications là-dessus. Je ne sais pas si le CAPAM s'est déjà organisé pour prendre également en considération cette matière. Si c'est le cas, j'ai vu un panel dans lequel le CAPAM va intervenir. Des précisions et des réponses précises nous seront données là-dessus. Est-ce que l'ITE ne gagnerait pas à se rapprocher de tous les acteurs? Ce que je peux dire, c'est que le processus ITIE, pour le moment, évolue dans une dynamique tripartite. C'est-à-dire que nous avons d'un côté l'État, avec ses différents démembrements. D'un autre côté, nous avons les entreprises pétrolières, minières, gazières en phase de production et d'exploration. Et nous avons d'un autre côté
la société civile, qui est le gardien du processus. Et quand on entend parler de société civile, je n'ai pas la prétention de vous dire de quoi il s'agit, mais c'est une kyrielle, une panoplie d'organisations qui sont, n'est-ce pas, appelées à s'impliquer dans ce processus, mais également à influencer, n'est-ce pas, les décisions qui sont prises dans ce processus. Alors, la question de savoir si l'ITE n'intéresse pas à se rapprocher de tous les acteurs, j'ai dit pour le moment, l'ITE se rapproche de l'essentiel des acteurs, surtout ces acteurs qui sont connus. Parce que les données ITIE, n'est-ce pas, sont fondées et basées sur des chiffres validés, certifiés et audités. C'est ce que je veux dire pour le moment. Bien, monsieur de Caminex, je pense que c'est Serge, a posé la question de savoir, Cameron et Camila, qui sont en phase ne sont pas en phase de production, payent quand même quelque chose. Ces entreprises ont payé quelque chose dans le cadre du rapport 2014. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes attributaire d'une licence pour l'exploration d'une superficie, la loi camerounaise dit qu'en cette seule raison du fait que vous êtes attributaire d'une licence, vous payez quelque chose pour la superficie que vous explorez. Et je pense qu'il s'agit de la taxe superficielle. Maintenant, lorsque vous exploitez déjà, c'est tout autre chose. Alors, je vais vous renvoyer au Code général des impôts pour voir un peu, ou alors au rapport ITE, je vous renvoie au rapport ITE, pour voir ce que les entreprises en phase de production payent et ce que les entreprises en phase d'exploration payent. C'est à ce titre que dans le cadre des rapports 2014 et 2015, Camila et Cameron ont payé quelque chose. Monsieur Bébélé, quel est le niveau de fiabilité des données dans le rapport ITE? Le niveau de fiabilité des données dans le rapport ITE est satisfaisant. Satisfaisant pourquoi? Lorsqu'il s'agit des données produites par les entreprises, ces données, n'est-ce pas, sont certifiées par un commissaire aux comptes. Je ne vais pas revenir sur l'exercice de certification, je vous renvoie tout simplement à l'acte uniforme OADA pour comprendre que toutes les entreprises formelles ont l'obligation à un moment donné de faire certifier leur compte par un commissaire aux comptes. Qui est le commissaire aux comptes? C'est un expert comptable. Et cet expert comptable, suivant quel processus, suivant quel process est-ce qu'il travaille? Sur la base des normes. Donc il a l'obligation de travailler de façon professionnelle pour s'assurer que les chiffres qu'il produit ou alors les certifications qu'il fait sont vrais et réels et reflètent la santé réelle, n'est-ce pas, de l'entreprise. À ce niveau, pour ce qui concerne les entreprises, il n'y a absolument aucun doute à se faire. Maintenant, dans le rapport de conciliation, en dehors des données produites par les entreprises, on a les données produites par les entités de l'État. Alors, dans le système anglo-saxon, un expert extérieur ou un consultant extérieur peut certifier les comptes de l'État, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, une loi prévoit que la Chambre des comptes certifie les données produites par les entités publiques. La Chambre des comptes. Alors, je suis très mal placé pour apprécier ou alors pour me prononcer sur la fiabilité de cette certification faite par la Chambre des comptes ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail fait par la Chambre des comptes est satisfaisant. Satisfaisant. Yves, que représentent les revenus issus des carrières? Combien d'artisans miniers sont regroupés au sein du GICAM et de la Chambre des commerces? Honnêtement, pour cette deuxième question, je ne peux pas vous dire combien d'artisans sont regroupés au sein de la Chambre de commerce et du GICAM. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de ces entités, il y a des organisations, des groupes de producteurs ou d'artisans miniers qui sont représentés au sein de ces chambres. Et c'est parce que le problème s'est posé au cours d'une des réunions du comité ITIE que la société civile et d'autres acteurs ont souhaité que ces organisations, n'est-ce pas, soient représentées en son sein. Bien. Maintenant, que représentent les revenus issus des carrières? Je me félicite que mon ami Bizil ait donné un aperçu tout à l'heure. À partir de l'aperçu qu'il vous a donné, vous avez une idée de ce que ça représente. Maintenant, dans le rapport ITIE, les données qui figurent dans le rapport sont des données consolidées, sont des données certifiées.
Alors, la production du sable, par exemple, ou de la pozzola déclarée par Simenka. Simenka est une entreprise formelle qui déclare des données certifiées. Alors, le rapport ne prend en compte que des chiffres certifiés, c'est-à-dire vrais, vérifiables. Absolument vérifiables. Alors qu'une autre étude faite par Bizil a démontré que le secteur artisanal, le secteur de la carrière, production de sable artisanale, dégage certains chiffres qu'il nous a donnés, qu'il serait souhaitable que le rapport puisse capitaliser. Mais est-ce que ces données peuvent être certifiées? That is the question. Bien. Un autre intervenant, je m'excuse d'avoir laissé échapper son nom, demande pourquoi il y a des disparités dans le rapport entre des chiffres comme 800 milliards et 1,7 milliard. Alors, je voudrais lui dire ceci. Tout à l'heure dans la présentation, nous avons fait une comparaison entre les chiffres de la production issue de la mine solide et les chiffres de la production issue du secteur pétrolier. En 2014, la production pétrolière a généré des revenus de l'ordre de 811 milliards, alors que la production de la mine solide, c'est-à-dire sable, pozzolan, or et diamants, n'a généré que 1,7 milliard. J'espère qu'en donnant ces précisions, je réponds à sa préoccupation. En réalité, vous comparez deux secteurs qui ne sont pas, deux domaines qui ne sont pas du même secteur. L'un est pétrolier et l'autre est de la mine solide. Merci. Sur la première question relative aux études d'impact, la première précision que je voulais apporter déjà par rapport à ce travail, c'est que les résultats présentés portent sur le secteur des hydrocarbures. Ça ne porte pas sur le secteur minier. J'ai bien précisé qu'on avait évalué soit le secteur minier, soit le secteur des hydrocarbures. Et le Cameroun ne fait pas partie des pays où les deux secteurs ont été évalués. Après, certaines pratiques observées certaines pratiques et même législations dans le secteur des hydrocarbures sont aussi applicables au secteur minier. Donc ça, c'est la première précision que j'apporte. Sur la question de l'exemple du Ghana, le Ghana a une loi qui oblige les entreprises minières, cette fois on est bien dans le secteur minier, qui oblige les entreprises minières à réaliser des études d'impact socio-environnementaux et des plans de gestion de ces impacts et à les rendre publics. Rendre public pas seulement les plans de gestion, mais également les études d'impact. Et dans votre propos, vous avez bien indiqué qu'au Cameroun, ce qui est obligatoire, c'est la publication des plans de gestion et pas des études d'impact. Donc on peut déjà voir la différence qu'il y a entre la loi et la pratique au niveau du Ghana et au niveau du Cameroun. Donc, et lorsqu'on écoute l'assistance, on peut se rendre compte que les gens ont envie de connaître quels sont les impacts qui vont être créés avant d'avoir des informations sur les plans de gestion. Alors, on va réaliser un projet minier, un projet d'exploitation de l'or. Les gens ont bien envie de connaître quels sont les impacts de ce projet. On n'a pas simplement besoin d'avoir des plans de gestion des impacts. Enfin, moi, c'est un exemple. Je ne pense pas qu'on puisse... ça, c'était une illustration, si vous voulez. C'était une illustration, mais c'est pas ce que j'ai dit. Alors, le motif de la faible évaluation du cadastre. Je l'ai dit, au moment où on réalise cette étude, le cadastre qui est en ligne maintenant n'était pas encore en place, il me semble. L'ITIE pourra le confirmer. Aujourd'hui, le cadastre minier est disponible. Est-ce qu'il contient toutes les informations? Est-ce qu'il est régulièrement mis à jour? Ça, c'est un autre débat et c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'étude s'intéresse sur la disponibilité et l'accessibilité au cadastre minier, mais pas à la qualité des informations contenues dans le cadastre. Donc ça, c'est une limite, hein, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est choisi de manière délibérée. Je voudrais d'abord dire que, comme décidant de développer un outil, c'est parce qu'il y a un constat qui a été fait.
Et également, quand ce constat est fait, il y a toute une procédure qui est développée autour et l'outil il est testé. Il est testé dans des pays, ça dépend, ou des zones, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé à travers l'outil. On pourrait dire que dans le cas de TI, Transparency, généralement nos outils, nous avons un taux de satisfaction assez élevé. Parce que généralement, vous verrez ou vous allez constater que parfois nos rapports sont très courus, utilisés de diverses manières, soit positivement ou négativement en fonction des intérêts des uns et des autres. Mais nous assurons que nous restons logiques et cohérents dans ce que nous disons et que cet outil peut être répliqué dans d'autres pays et contextualisé. C'est aussi ça l'importance. Comme je l'ai dit, c'est un outil, par exemple, pour celui que j'ai présenté tout à l'heure, qui a été développé de commun accord avec ces 18 pays et mis en œuvre dans ces 18 pays. Et les recommandations ont permis de perfectionner l'outil pour présenter un document qui est utilisable dans d'autres pays. Donc c'est ce que je pouvais ajouter à cela. Il y avait une question sur l'impact de l'absence d'information publique sur l'éthique minière. Je dirais, il faut savoir que ça peut décourager l'investissement. Il y a des personnes qui veulent venir investir, mais qui sont concernées par des mesures de bonne gouvernance. Par exemple, des Occidentaux, mais ça ne veut pas aussi dire qu'ils ne sont pas parfois impliqués dans des pratiques de corruption. Mais le fait de publier déjà les informations sur cette éthique minière nous permet de faire une traçabilité, de savoir combien a été versé au gouvernement pour combien d'années. Et c'est aussi important dans le processus de communication à la population, parce que nous avons ces informations qui doivent être communiquées aux populations riveraines pour qu'elles sachent, par exemple, les superficies, le nombre d'années, pour éviter des potentiels conflits compagnies minières, population locale. Pour parler d'intégrer la corruption comme une charge fixe, je dirais pas vraiment comme une charge fixe, mais comme un indicateur qui pourrait être évalué, pourquoi pas. Donc, dans certaines organisations, nous avons celui qu'on appelle le compliance officers. Dans certaines organisations, nous avons des codes d'éthique. Pourquoi ne pas amener ces organisations à développer à l'intérieur un code éthique qui définit la manière dont leurs opérations seront gérées sur le terrain. Transparency a allé plus loin en proposant que lors de la signature, surtout dans le secteur des marchés publics, lors de la signature des conventions, qu'il y ait en interne ce qu'on appelait le pacte d'intégrité, où le gouvernement signe avec l'organisation un contrat qui indique que si cette organisation s'engage dans des pratiques de corruption, son contrat peut être totalement annulé. Donc ce sont des outils qui ont été également développés qui peuvent apporter un plus dans la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption. Donc, le monsieur a également parlé de notre programme. Quel est le procédé? Comme je l'ai dit, pour le moment, au niveau du Cameroun, le Cameroun ne fait pas encore partie de ce programme, mais nous sommes en discussion avec le siège à Berlin et puis Transparency Australie pour intégrer le programme d'ici l'année prochaine. Donc, effectivement, si c'est conclu, cet outil qui a été présenté sera utilisé pour faire un diagnostic de la situation et fera l'objet également d'un rapport qui sera présenté. Aujourd'hui, on nous a demandé de faire un exposé sur les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et la surveillance du secteur minier. Alors en termes de grands questionnements, relatifs à cette sous-thématique, nous nous sommes dit que cette thématique nous invitait à deux choses. Premièrement, partager avec vous quelle peut être la contribution du MISC, comme celle du consulté, à la surveillance, à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier. Et dans un deuxième temps, quel est le rôle que joue l'OPASI pour renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Alors,
En termes de plan de notre présentation, nous aurons 2 points. Premièrement, rôle des ISC en matière de surveillance du secteur minier. Très rapidement, on dit, depuis là vous m'entendez dire ISC, ISC. Finalement, qu'est-ce que ça signifie ceci? C'est quoi une institution supérieure de contrôle? Donc très rapidement, on va essayer de définir ce que c'est qu'une ISC. Par la suite, on va déterminer quel est le périmètre d'intervention d'une ISC et comment est-ce que le secteur minier s'insère dans ce périmètre d'intervention. Et maintenant, nous serons beaucoup plus pratiques. C'est quoi les éléments de la surveillance du secteur minier par une ISC? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'une ISC doit s'intéresser au secteur minier? Pourquoi est-ce qu'une ISC doit auditer le secteur minier? Et nous finirons par une question qui est essentielle. Quels sont les défis que rencontrent les ISC, comme celle du contrôle supérieur de l'État en matière de surveillance du secteur minier? Et en fonction de ces défis, nous apporterons une réponse. La réponse est formulée par les appuis du projet PASI pour améliorer la surveillance du secteur minier. Alors, si nous allons au premier point, rôle d'une ISC dans la surveillance du secteur minier, déjà, c'est quoi une institution supérieure de contrôle des finances publiques? Il faut retenir qu'une ISC, institution supérieure de contrôle des finances publiques, en abrégé ISC, c'est généralement la plus haute autorité de contrôle des finances publiques dans un pays. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous aurez des organes d'audit internes au sein des ministères, au sein des administrations publiques. Vous aurez un organe qui est une espèce d'instance fêtière du contrôle des finances publiques, qui elle fait du contrôle externe. C'est un peu le contrôle du contrôle. Donc, l'ISC, c'est la plus haute autorité de contrôle des finances publiques. Au niveau de l'organisation internationale des ISC qui regroupe l'ensemble des institutions supérieures de contrôle dans le monde, elle définit l'ISC comme cette institution qui exerce la fonction indépendante et technique de contrôle externe du secteur public. Et bien entendu, l'ISC partage avec le législateur, notamment le Parlement, la responsabilité de contrôle de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Notre leitmotiv, c'est à chaque fois d'aller regarder où est-ce que se trouve l'argent public, comment l'argent public est géré, comment les fonds publics sont gérés. À travers nos rapports, nous participons donc à la reddition des comptes, qui est un élément du mécanisme de gouvernance financière dans tout secteur, notamment dans le secteur minier. Alors, nous avons vu ce que c'est qu'une ISC. C'est quoi les 3 modèles qui existent de par le monde? Généralement, vous aurez 3 modèles. Vous aurez le modèle Westminster. C'est des modèles qui sont qu'on rencontre beaucoup plus dans les systèmes anglo-saxons, où on a le système politique, le système parlementaire, où l'ISC prendra généralement le nom d'auditeur général, le vérificateur général. Vous allez au Canada, on parle du bureau du vérificateur général du Canada. Vous allez aux États-Unis, on vous parle du General Audit Office. Vous avez le modèle Cour des comptes. L'ISC a le nom de Cour des comptes, c'est le modèle juridictionnel, où l'ISC relève d'un ordre de juridiction financier, où on a des magistrats de l'ordre financier qui sont formés et qui procèdent au contrôle de la gestion des finances publiques. Et enfin, vous avez le modèle conseil, qui généralement, c'est un modèle quasi juridictionnel. On dit, ça peut être une Cour des comptes, mais elle n'a pas de compétence juridictionnelle. Le non-cours vient du fait que les décisions sont prises de manière collégiale. Vous avez le personnel qui n'a pas le statut de magistrat, mais qui bénéficie des mêmes attributs qui sont reconnus aux magistrats, notamment en termes d'inamovibilité de fonction. Donc, au Cameroun, l'ISC, c'est qui? L'ISC, ce sont les services du contrôle supérieur de l'État. Et c'est précisé dans le décret qui porte organisation du consulat, le décret 2013/287. Et autre chose, c'est une ISC en termes de modèle. Cette ISC se rapproche beaucoup plus du modèle bureau du vérificateur général, où l'ISC relève soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif. Dans notre contexte, selon le texte qui organise le consulat, c'est une ISC qui est rattachée au pouvoir exécutif, qui est placée sous l'autorité directe du président de la République. On peut entamer un débat dessus sur son indépendance, comme c'est souvent fait, mais c'est le choix que les politiques ont fait au niveau du Cameroun. Alors, une fois défini, c'est donc quoi le périmètre d'intervention d'une ISC? C'est un périmètre généralement, l'ISC généralement va s'attaquer au secteur public. Et quand je dis secteur public, ce sont toutes les entreprises publiques, toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les organismes spécialisés, tous les projets qui sont gérés par l'État qui vont entrer dans le périmètre d'intervention du secteur minier.
L'ISC également va s'attaquer au domaine d'intervention socio-économique de l'État. On peut s'attaquer au contenant, on peut également s'attaquer au contenu. En termes de contenu, c'est des exemples. On peut auditer le secteur de l'éducation, on peut auditer le secteur de la santé, on peut auditer le secteur du transport. Toute entité privée qui reçoit les financements de l'État peut faire l'objet de l'audit du consulé. Parce que ce que nous on recherche, c'est le financement public. Comment est-ce que ce financement-là a été utilisé? On peut auditer les activités agricoles, on peut auditer l'industrie extractive, et c'est l'industrie extractive qui nous concerne ce matin, notamment la question de la mine. Donc, l'ISC peut auditer la mine, et si on regarde un peu le champ d'intervention, le périmètre d'intervention de l'ISC dans le cadre du secteur minier, l'ISC va s'intéresser à tous les acteurs publics qui participent dans la définition des politiques et cadres légaux, dans l'information et la gestion des données géologiques, tous les services de cadastre minier, le ministère des Mines, etc., dans l'attribution des licences et la négociation des conventions, le suivi des opérations d'extraction, le recouvrement des impôts et des redevances, la répartition et la gestion des recettes, la mise en œuvre des politiques et projets de développement durable. Donc, toute cette sphère-là, tous les acteurs publics qui sont impliqués dans l'un des maillons de la chaîne de valeur du secteur minier sont des clients de l'ISC, du Consubé en l'occurrence. Alors, cette surveillance, suivre le secteur minier du point de vue du contrôle supérieur de l'État ou bien du point de vue du ISC, c'est quoi? Suivre le secteur minier, c'est tout simplement évaluer la conformité, l'efficience et l'efficacité des politiques, des programmes, des projets et les obligations des entités gouvernementales dans le secteur minier. Notre exposé va s'articuler sur 4 axes majeurs. Nous allons dans un premier temps présenter le ministère en charge des mines, des développement technologique. Ensuite, nous allons faire une présentation de la Brigade nationale de contrôle des activités minières et ses missions. Et nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet au 3e point en parlant du suivi et du contrôle des activités minières. Nous terminerons avec le bilan, les défis et les perspectives. Alors là, vous avez une représentation simplifiée de l'organigramme. L'idée ici était de faire ressortir les différentes structures techniques qui sont rattachées au secrétariat général et les autres qui sont rattachées au cabinet du ministre. Et celles qui sont colorées ont été mises en évidence tout simplement pour refléter le fait qu'elles soient engagées dans le contrôle et le suivi des activités minières. Pourquoi la Brigade nationale? Pourquoi une présentation spécifique sur la Brigade nationale? Tout simplement parce que c'est la seule structure de contrôle qui est directement attachée au cabinet du ministre et qui est une police en charge une structure en charge du contrôle du respect de la réglementation en vigueur. Voilà, elle a une représentation dans les 10 régions, comme vous pouvez le remarquer sur la diapositive. Elle est également le siège de l'instruction des dossiers disciplinaires à l'égard des sociétés d'exploration et d'exploitation minière. Donc, nous pouvons dire que la brigade est le contrôle des contrôles. Et comme vous pouvez le remarquer là, c'est des missions assignées à la brigade nationale qui tournent exclusivement autour du contrôle et du suivi de l'activité minière. Nous faisons également la centralisation et de l'exploitation de toutes les informations relatives au contrôle minier. Donc là, nous allons passer directement au 3e point, c'est-à-dire le suivi et le contrôle des activités minières. Nous avons voulu ressortir ici la grande différence entre le suivi et le contrôle. Le suivi, il est non répressif, tandis que le contrôle, lui, il est répressif. Donc, pourquoi on fait un contrôle? Pourquoi on fait un suivi? C'est tout simplement pour s'assurer du suivi régulier des contrôles, pour vérifier le respect des normes, pour avoir une maîtrise parfaite du déroulement des activités. Et tout ceci est fondé sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Qui sont les acteurs? Tout simplement les inspecteurs et les inspecteurs adjoints, les autorités administratives ou tout autre organisme dûment mandaté.
Donc nous exerçons le suivi et le contrôle au sein des chantiers d'exploitation et des chantiers d'exploration. Comme vous l'avez vu au niveau de l'organigramme, la direction des mines était impliquée dans le suivi et le contrôle des activités minières, la direction de la géologie et la brigade nationale, ainsi que les services déconcentrés. La différence ici encore est au niveau de la périodicité. La brigade nationale n'a pas de... elle exerce des contrôles basés sur soit les dénonciations, soit les investigations. Elle peut également faire des contrôles inopinés ou bien se rendre sur un site sous haute instruction de la hiérarchie. Le contrôle peut être réparti en 3 grandes phases, c'est-à-dire la phase préparatoire et le contrôle proprement dit. Donc à la phase préparatoire, nous élaborons le chronogramme d'activité, la répartition des équipes de contrôle et la préparation des outils de contrôle. Je fais ici allusion aux fiches de contrôle, aux procès-verbaux et d'autres documents. Et au niveau du deuxième point, qui parle de la répartition des équipes de contrôle, il est important de noter ici qu'un contrôle se fait au moins avec 2 inspecteurs assermentés. Donc, s'il y a des responsables des sociétés minières dans la salle, ne recevez pas un inspecteur pour un contrôle. Il faut qu'il soit au moins 2. Voilà, c'est ça la précision. Donc, bon. Au deuxième point, qui parle du contrôle proprement dit, nous procédons au contrôle des documents administratifs fiscaux, notamment les titres miniers, les justificatifs de paiement des taxes, des droits et redevances superficielles. Nous procédons à l'inspection des chantiers d'exploitation et au terme de ce contrôle, nous faisons une restitution des manquements et ou des infractions observées. Et ces recommandations, ces observations sont consignées sous forme de recommandations dans les lettres de recommandation adressées aux responsables de la société qui a fait l'objet du contrôle. L'inspection des chantiers d'exploitation. Alors, au cours de cette surveillance, nous avons 3 points majeurs, c'est-à-dire nous veillons à la mesure des préventions des risques. À travers la vérification de l'implantation du plan de gestion environnementale et sociale, nous veillons au port des équipements de protection individuelle. Nous veillons également à la stabilisation des fronts de taille. Ça, c'est dans le cas des carrières, des chantiers d'exploitation de carrières. Donc, en ce qui concerne la fiscalité, quand elle est au niveau amont, en général, elle est essentiellement spécifique. Quand elle est en aval, elle est spécifique à peu près à 10 ou 15%. Le reste est de droit commun. Parce qu'il y a des applications de droit commun qui ont de légères modifications en termes d'exonération ou d'application de règles comptables différentes. Donc pour pouvoir faire donc cet exposé, on l'a envisagé en 3 parties. Parce que cette première partie, il faut dire que c'est un ajout par rapport à la demande initiale de l'organisation. Parce que pour comprendre les instruments fiscaux, il faudrait bien comprendre les principes de base qui sont contenus dans les conventions minières. Et la deuxième partie, donc, c'est effectivement les instruments de la fiscalité minière qui vont être ceux de l'apport, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment le cordon douanier ou qu'on appelle en langage courant droit de douane ou activité douanière. Et ensuite ceux de l'intérieur. Donc on les retrouvera soit au niveau de l'exploration, de la recherche, soit au niveau de la production. Et en dernière partie, donc, il y aura les perspectives pour une meilleure collecte des impôts et taxes miniers du secteur minier. Donc, dans les principes de base, on a essentiellement la clause de stabilité du régime juridique et fiscal et la clause de non-discrimination et de confidentialité. Ça va répondre à un certain nombre de questions que vous êtes posées dans certains exposés antérieurs. Quand clause de stabilité du régime juridique et fiscal, en fait, dans cette stabilité du régime juridique, d'abord, cela veut dire que
la convention minière, elle est fondée sur les lois qui existent au moment où elle entre en vigueur. Et au niveau fiscal, quelle que soit, elle est fondée également sur les règles d'assiette, de taux et autres de liquidation d'impôts qui existent au moment de l'entrée en vigueur. Donc tout ce qu'on va prendre comme texte après, ce sera beau pour le futur, mais ça ne va pas s'appliquer à la convention existante. Ça va donc faire, à ce niveau-là, donc, on va avoir la conséquence de ce principe-là, ce sera une foultitude de textes, on le verra un peu plus tard, une foultitude de textes qui vont s'appliquer à l'activité minière. Donc il ne sera pas toujours aisé de comprendre comment ont été calculés certains impôts, parce que suivant la date d'entrée en vigueur d'un titre, il y aura un texte ou une imposition particulière qui peut être différente de celle qui s'applique dans un autre titre. Maintenant, en ce qui concerne la clause de non-discrimination et de confidentialité, d'abord la confidentialité, ça va répondre à un certain nombre de questions qu'on s'est posées sur la rareté de l'information, la difficulté d'accès à l'information. Parce qu'à ce niveau, c'est-à-dire toute information, tout document qui est produit par la compagnie, la société minière, mis à la disposition de l'administration, par exemple, revêt le caractère de secret professionnel et ne peut donc être distribué ou mis à la disposition du public que sur autorisation écrite de la société minière, ce qui est rare qu'elle donne cette autorisation écrite. La clause de non-discrimination fait en sorte que lorsque vous donnez un avantage à une compagnie minière, l'autre compagnie minière peut revendiquer le même avantage. Donc vous allez voir par exemple qu'avant, il y a le code minier de 2001 qui a connu une légère modification en 2010, qui a été remplacé par le code minier de décembre 2016. Mais s'il y a des avantages dans le code minier de 2016 qui ne concernent pas la compagnie qui est entrée en vigueur sous le code minier de 2001, elle a le droit de revendiquer cet avantage. Mais la charge, s'il y a quelque chose qui pénalise, elle ne va pas revendiquer cette pénalisation. Elle revendique ce qui est positif. Donc ça aussi, ça va expliquer en quelque sorte les difficultés, le faible niveau de revenus qui est généré par les sociétés minières, telles qu'on l'a vu avec le premier intervenant. Donc, toujours dans les principes de base, on a des règles financières et comptables. Donc les compagnies minières ont la liberté d'entretenir des comptes en devises au Cameroun et à l'étranger. Il y a la liberté de rapatrier le capital et ce qui est plus important ici, c'est la tenue de la comptabilité en dollars américains, mais selon les normes comptables OHADA. Ça, c'est très complexe à suivre. Parce qu'en général, les compagnies minières sont des sociétés étrangères qui ont leur société mère et qui sont soumis à un reporting régulier auprès de ces sociétés mères. Donc, dans les faits, ce qui se passe, c'est que en général, les compagnies minières vont tenir une société suivant les normes de leur pays d'origine. En général, les US GAAP pour les sociétés américaines ou les normes européennes pour les autres. Et c'est à la fin qu'elles procèdent à une transcription de ces opérations en normes comptables OHADA. Ça va avoir un effet sur le résultat, parce que le résultat n'est pas le même, suivant qu'on parle des normes européennes, des normes internationales pour revenir aux normes OHADA ou l'inverse. Et si le résultat est réduit, parce que c'est souvent le cas, le résultat final est réduit, la conséquence c'est que l'impôt sur les sociétés va être réduit, puisque l'assiette a été réduite.